Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, on poursuit encore sur un DVD de la WWE, mais cette fois-ci c'est un pochette de 2 DVD, voilà, forcément c'est pas surprenant. Sur un show qu'on connaît très bien, c'est un show weekly, hebdomadaire, auquel on connaît tous. On connaît Raw, et maintenant on connaît SmackDown. Donc sur les 20 ans de SmackDown auxquels on va s'attaquer aujourd'hui, avec les catcheurs et catcheuses qui sont sous la jaquette, les The Rock, les John Cena, les Roman Reigns, les Charlotte Flair, les AJ Styles, le New Day, Kofi Kingston, Xavier Woods, Big E, Becky Lynch, Daniel Bryan, Carmella, Randy Orton, Eddie Guerrero, Booker T, Stone Cold Steve Austin, Jeff Hardy, Matt Hardy, les Hardy Boys, Rey Mysterio, Triple H, Edge et Christian, Undertaker. Voilà, pour ne citer que. Donc c'est celui-là auquel on va s'attaquer aujourd'hui. Auquel, auquel il est en anglais, forcément il n'existe pas de version française, et peut-être voir en version allemande. Mais en tout cas c'est plus en anglais auquel j'écoute. Il dure 6 heures et 8 minutes, et il est sorti en 2019, vu comment la date est inscrite dessus. Les DVD vous saviez déjà tous, à part la liste des matchs auxquels j'ai fait, pour la notice que j'ai fait en papier, avec ce logo que j'ai fait moi-même, et celui-là aussi. Donc, voilà, le premier et le deuxième. Alors avant de s'attaquer au premier, je vais m'attaquer au bonus du deuxième DVD, auquel c'est, on va dire, le tout premier événement, je crois, de SmackDown, qui mettent le match du main event en match par équipe, entre Stone Cold Steve Austin et The Rock, contre The Undertaker et Triple H, qu'à l'époque, ils faisaient tous les deux partie de la corporation de Monsieur McMahon, qui s'était déroulé le 29 avril 1999, ou 99, si vous préférez. Auquel, je me rappelle, ça démarrait tranquillement jusqu'à ce que intervention des membres de la corporation de Monsieur McMahon qui viennent tout gâcher. Donc en gros, bah, c'est une victoire de The Rock et Stone Cold par disqualification des interventions, tout simplement. Donc voilà, très court, voilà comment on peut résumer à ça, et auquel je lui ai mis... Et c'est un match inédit, parce que là, ce ne sont pas des matchs auxquels on voit pas tous les jours. Enfin, il y a quand même quelques matchs auxquels je les vois et auxquels ils sont présents dans chacun de mes DVD, mais ça, on y reviendra. Auquel ben, je lui ai mis un 3,40 pour ce coup-là. Donc voilà. Pour faire plus court, mais je passe directement au DVD 1, vu comment c'est là auquel on s'attaque. Alors, So Many Memories. Alors, ceux qui ouvrent le programme, c'est Byron Saxton et Jerry The King Lawler pour, pour présenter les 20 ans de SmackDown avec les meilleurs moments à citer, auxquels ils sont mémorables, un classique, mais ça en ferait beaucoup. Mais bon, match pour le titre de la WWF, à l'époque WWE. En arbitre spécial, c'est The Heartbreak Kid Shawn Michaels, qui est un arbitre spécial. Et les participants sont Triple H, le champion, contre The Rock, le challenger, qui s'est déroulé le 26 août 1999. Auquel c'était un excellent match et auquel je l'ai en 2 fois, vu comment le premier c'est dans le DVD des 50 ans de la WWE. Et auquel, dans ce match-là, il y avait de la brawl qui s'est déroulée un peu partout dans l'arène, jusqu'à arriver au ring. Et il y avait des interventions, que ce soit de Chyna ou de Shane McMahon. Mais The Rock était prédéterminé à en finir avec Triple H, qui le terminait avec un Rock Bottom, ou un People's Elbow qui voulait en finir. Mais il se fait arrêter par un switch de musique de la part de Shawn Michaels. Ça permet à Triple H de revenir et de faire un pedigree sur The Rock, auquel il bat The Rock, et je lui avais mis un 3,50. Voilà, pour ne citer que. Donc voilà. Ensuite, match pour le titre hardcore de la WWF, WWE bien sûr. Alors, il faut savoir ça qu'à l'époque, le concept hardcore était fun pour certains. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont carrément rejeté. C'est un peu l'équivalent du 24/7. Mais bon, ça, il faut savoir y apprécier. Mais
pour ce que j'aimerais dire à l'époque, dans les années fin des années 90, le stage, donc le titantron de l'arène, était, était spécial, quasiment spécial, voire, voire différent à ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus des stages qui nous éblouissent, un peu comme dans les années 2000, auxquels on va voir le gros point de SmackDown. Et ça, c'est dommage qu'on voit plus un truc pareil aujourd'hui. Ça, c'est mon petit regret personnel, parce que maintenant, on doit vivre avec le temps actuel, alors que selon moi, il devrait un peu faire un effort sur les arènes et les entrées. Mais bon, à titre personnel, hein, c'est à titre personnel, mais bon, voilà. Pour revenir au titre hardcore, alors c'est Crash Holly contre The Headbangers. Trasher et moche, même si ils s'affrontent aussi entre eux, mais on a l'impression qu'ils font plus équipe qu'autre chose, et que ça s'est déroulé le 1er mars en 2000. Je sais qu'ils étaient dans un genre d'entrepôt, enfin un entrepôt pour des salles de jeux pour enfants, un peu pour faire des activités entre grandes personnes, vous voyez, faire du bowling, lancer de paniers de basket, jouer au flipper, aux jeux vidéo en bande d'arcade, quelque chose comme ça. Eh ben, ils se retrouvent dans ce genre d'endroit et auquel ben, c'est Crasholi qui va battre les N-Baggers et qui va les attirer on va dire, allez, un genre de plateforme de jeu pour enfants et auquel par la suite il va se barrer en éliminant tous les deux un à un et partir comme ça. Et que ce match-là, il est présent dans le coffret de Force Count Anywhere Street Fight, le coffret de 3 DVD, auquel j'avais déjà cité. Et auquel ce match-là, je lui avais mis un 3, tout simplement. Donc je poursuis encore à nouveau avec le titre hardcore de la WWE entre Gerald Briscoe contre Crash Holly lors du 18 mai 2000. En 2000. Et ce qui va se passer, c'est que Crash Holly, il va faire une sieste et que Gerald Briscoe va venir en douce avec un arbitre en disant Hey, tu sais quoi, pour éviter de le faire du bruit, pour essayer de ne pas le réveiller, tu comptes doucement comme ça. 1, 2, 3, pendant que moi je mets ma main ou alors juste un doigt. Et toi, pendant ce temps-là, toi tu tapes doucement. Allez, à mon signal. 1, 2, 3. Yeah, j'ai remporté le titre hardcore. Et à un moment, et à un moment inattendu ou voire un peu stupide, eh ben, l'arbitre y trébuche, ce qui attire un énorme bruit pour faire réveiller Crash Holly. Et du coup, ben, Gerald Briscoe sait qu'il est dans la mouise, il décide de partir, mais que Crash Holly le part à sa poursuite, jusqu'au ring bien sûr. Il a essayé de mettre KO Crash Holly, mais c'est Crash Holly qui lui fout une rouste à Gerald Briscoe, quitte à prendre un balai et de lui casser le dos avec. Et que quand Gerald Briscoe prend l'avantage, eh ben, il y a Pat Patterson qui arrive, donc les deux le tabassent Crash Holly, et que je me rappelle bien que Pat Patterson, il avait enlevé son pantalon et était à deux doigts de montrer ses fesses à la télévision. Euh, Peut-être pour faire le coup de cul ou pour quelque chose d'assez dégueu, mais en tout cas c'était on va dire assez, comment dire, limite. J'ai pas les mots pour décrire ce n'est que ça a été limite, mais heureusement que Crash Holly lui avait donné un coup de pied dans les couilles et il a pris une manche à balai qui lui a, on va dire, piqué dans le cul avant de le faire dégager. Et du coup, voilà comment ça s'arrête là, même s'il y a d'autres moments à citer, mais bon, flemme, voilà. Ce match-là, j'ai pas vraiment aimé, et pour ça, je décide de mettre un 1. Un pointé. Voilà, parce que j'ai pas été tendre. Ensuite, un bagarre de Thanksgiving lors d'une cafétéria de la WWE qui s'est déroulée le 23 novembre en 2000. Donc, vous connaissez les bagarres en coulisses. Même quand il y a de la bouffe, eh ben, ça se bagarre partout. Ça se fout de la bouffe dans les murs, dans les vêtements des autres. Il y en a même un qui est passé à travers une table par
par les Dudley Boys. Et j'étais pas fan. J'étais vraiment pas fan de ce moment-là. Clairement. Ensuite, Chris Jericho contre Hugh Morrus. Lors de 9 août 2001. Oui, je sais, j'ai pas très bien écrit clairement, mais excusez-moi. Auquel ben, c'est Chris Jericho qui bat Hugh Morrus avec un Walls of Jericho, mais que par la suite il se fera attaquer par Rhino qui le fera traîner hors du ring jusque à la rampe d'entrée et qui va décider de faire un spear qu'il appelle le gore, qui découpe en deux Chris Jericho et auquel ben, le stage, ben, c'est pas qu'il s'est écroulé, enfin juste la bâche de l'entrée qui s'est écroulée, qui est marquée SmackDown. Et à l'époque, les entrées comme ça, c'était assez spécial. En même temps, on n'était qu'au début de l'ère, hein, parce qu'après, dans les années 2000, ça allait devenir un peu plus sérieux. Beaucoup plus sérieux même. Donc voilà, ce match-là, je lui ai mis un 3,10 et c'est un match assez rare comme le match hardcore. Pour moi, c'est assez rare. J'imagine qu'il est dans les DVD hardcore pour le titre. J'imagine bien. Ensuite, Come Get Your Medal, qui s'est déroulé le 30 août 2001. Alors, tout ce que je sais, c'est que Stone Cold Steve Austin, qui était en rivalité avec Kurt Angle à l'époque, va faire une promo contre lui, alors qu'il est, je crois qu'il est sous le pont euh, où il y a, où il y a une rivière, ou alors plutôt la mer, on va dire ça comme ça. J'ai pas le terme exact, mais tant pis, on s'en fout. Eh ben, il fait une promo contre lui, il prend ses médailles, il met sur une parpaing, il le jette du haut du pont, et du coup, il met au défi Kurt Angle d'aller chercher ses médailles au fond de l'océan, auquel, bien sûr, Kurt Angle faisait son Stone Cold en buvant des briques de lait, alors que Stone Cold, lui, il boit des canettes de bière. Eh ben, il avait décidé de faire son Stone Cold, et ben, Stone Cold décide, pour se venger, de de lui lancer ses médailles à l'eau. Donc, que dire de plus? Que dire de plus? Voilà. Ensuite, The World Comes Together. Le monde commence. Mr. Vince McMahon poste 911 Address le 13 septembre 2001. Alors, pour exact, Vince McMahon fait une promo pour le public et pour, entre guillemets, rendre hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 2001, causés par les terroristes, notamment le terrorisme le plus connu, Oussama Ben Laden. Bien sûr, il ne s'adresse pas à lui, mais il s'adresse au terrorisme auquel il ne cautionne absolument pas ce que les terroristes ont fait aux États-Unis, notamment à les deux tours jumelles de New York, donc le World Trade Center. Ça, j'avais déjà en parlé avec les théories du complot de Brian Kenrick, auxquelles il en parlait, comme par exemple une fusillade dans une école maternelle à Sandy Hook, les attentats du 11 septembre, l'assassinat de John F. Kennedy, d'autres sujets auxquels il était complètement perché, même la Shoah aussi, la Shoah qui a eu lieu dans les années 30 ou 40. Bref, Brian Kenrick était très très perché à ce sujet-là. Et du coup, c'est vrai qu'à cette période-là, on s'en rend pas compte. Et moi, j'avais fait des erreurs dans le DVD euh, de 10 ans de SmackDown. Et même dans quelques DVD, j'avais dit ouais, le 1er janvier, le 1er juillet, quelque chose comme ça. Je partais en boule, j'aurais dû me rendre compte que c'était le 11 septembre. Mais vu comment j'étais un peu à côté de la plaque et que je faisais pas tellement le lien jusqu'à ce que je tombe dans des reportages FF, enfin en français, et même des vidéos où on voyait des impacts bah, de comment l'avion avait percuté une des deux tours et de comment le monde a changé ce jour-là. Bref, j'ai pas les mots de dire ça, mais voilà, vous avez compris. Mais bon, assez de tarder de ça. Maintenant, Price Check qui s'est déroulé le 13 décembre 2001. On était passé au 13 septembre, maintenant c'est le 13 décembre. Donc, vous avez compris, c'est une bagarre dans un supermarché entre Booker T et Stone Cold, qui n'est pas vraiment un match en soi. En gros, t'as Booker T qui veut fuir Stone Cold suite au coup de pute qu'il avait fait lors de Vengeance 2001, auquel il lui avait privé
au titre incontesté, donc le titre WCW et de WWE. Et du coup, Stone Cold voudrait le traquer. Et du coup, Booker T a décidé de aller dans un supermarché, de se cacher, gratter quelques bouffes au passage. Je me rappelle, il s'était distribué dans les céréales comme si c'était des paquets de chips. Et après, à un moment donné, Stone Cold arrive, il fout une rouston, il fait visiter tous les rayons, que ce soit les rayons légumes, les rayons fruits, les rayons charcuterie, les rayons de cuisine, les rayons potager, les rayons de gourmandises, rayons surgelés, rayons produits laitiers, bref, des trucs pareils, même des rayons boissons. Eh ben, il lui fait visiter, il fout un énorme bordel jusqu'à aller à la réserve avec l'Acadie, lui balancer des œufs. Booker T essaie de se défendre tant bien que mal en l'enfermant dans un congélateur, mais que Stone Cold sort et il se tape un brick de lait au passage. Il poursuit son attaque sur Booker T en piquant quelques bières au passage. Et ensuite, il passe à la caisse en mettant, on va dire, en vente un crétin ramolo aux enchères, enfin plutôt qu'il a trouvé dans un des rayons. Donc celui qui se fait appeler le ramolo, eh ben, c'est Booker T. Donc il a fait son petit marché, il est parti après l'arrivée de la police. Vu comment on entendait les sirènes, est-ce que c'était un montage, enfin un son de montage ou c'était fait exprès? Que demander de plus? Même si je sais, dans notre époque actuelle, il y avait un peu la même chose qui s'était déroulée récemment, je crois que c'était l'année passée, entre deux femmes, Kiana James et Roxanne Perez, qui s'étaient bagarrées dans un mini-marché, je crois, mais auquel leur, on va dire leur confrontation dans ce magasin-là n'est pas mémorable. Malheureusement, elle n'est pas aussi mémorable que le match, enfin, que la bagarre entre Booker et Stone Cold. Clairement. Parce que celui entre Booker et Stone Cold, il y avait une histoire. Même si c'était un peu con-con, mais c'était marrant et il y avait une histoire. Alors que là, il n'y avait pas clairement d'histoire, c'était plutôt une feud anecdotique. Et que c'est même pas une confrontation de femme à femme très sérieuse, c'était plutôt une confrontation entre adolescentes qui se disputent. Ah, parce que t'as piqué mon mec, t'as couché avec mon mec, je vais t'arracher les cheveux, je vais te... Bref, quelque chose comme ça. Alors que là, c'était une confrontation d'hommes, que un essaie de fuir celui qui essaie de l'agresser, et que l'autre, il veut poursuivre pour l'agresser pour ce qu'il a fait. Voilà, j'espère que vous m'avez bien compris. Maintenant, j'en ai tout dit à ce sujet. Car maintenant, on passe du 11 avril 2002 à You Heard Stacy. Donc en gros, tu as Vince McMahon qui fait son entrée jusqu'au ring, où il y a le tapis rouge, un bureau avec une chaise de bureau, et qui veut recruter son assistant. Enfin, sa assistante. Enfin, vous avez compris, vous avez compris. Donc en gros, il y avait la première, ça lui convenait pas. Le deuxième, c'était un mec, mais le mec, au passage, il se fait huer pendant son entrée, et que au moment où il arrive au ring, eh ben, on le traitait de tête de cul, bref, de asshole, de trou de fesses, et qui regardait McMahon de manière assez bizarre, et que McMahon dit ok, pourquoi il me regarde, il est bizarre, il est peut-être gay, à mon avis, il veut peut-être passer un moment avec moi. Eh ben, qu'est-ce qu'il décide de faire, Vince McMahon? Il décide de crier en disant allez, dégage, dégage, dégage de mon ring. En faisant peur au jeune homme au passage. Il y a encore une assistante, ça lui convient pas à McMahon parce que elle répond pas aux critères de ce que c'est une femme parfaite. Jusqu'à ce qu'il y a Stacy Kimbler qui arrive en costume, en mini-jupe aussi, mini-jupe de costume, on va dire ça comme ça. Et ben là, McMahon, il est en mode oh, ça me convient. Ça me convient. Bien sûr, vous connaissez le personnage. Hein. Vous savez que c'est un personnage qui est assez odieux, mauvais à l'intérieur. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le diable en personne dans le catch. Et qu'il a une très très mauvaise réputation, vous le savez très bien. Et que c'est aussi quelqu'un d'un homme à femme. Et un homme qui adore le sexe. Voilà, il faut le dire les termes, il adore le sexe. Il aime le sexe, il adore prendre des plaisirs sexuels assez
démesuré. Donc en gros, c'est là ce moment où j'espère que tout le monde a peut-être vu ce moment-là sur YouTube ou un des DVD ou des vidéos, quelque chose comme ça. Eh ben c'est là où Vince McMahon devenait un mème. Parce que quand Stacy Kimbler faisait une danse sexy euh, en montant sur le bureau, eh ben elle faisait une danse sexy et à un moment donné quand elle se retourne, Vince McMahon bien sûr, il regarde son cul et il fait alors que tout à l'heure il faisait oh yeah, allez vas-y, fais une danse sexy pour moi. Ah, je sens que je vais bien m'amuser ce soir. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc, euh, donc là il a pris une décision en disant Stacy, tu es engagée. Voilà. Donc c'est une femme parfaite pour lui. Alors quand il y a une femme parfaite, enfin une femme parfaite qui a un beau corps, qui est plus connue pour son, on va dire, sa plastique sexy plutôt que ses performances dans le ring. Enfin, je dis ça comme si je suis méchant, mais j'espère qu'elle a quand même des bonnes qualités, Stacy, hein. Je l'espère. Même si elle en a pas beaucoup, je l'espère tout de même. Mais bon, je m'égare, je passe encore au suivant, encore un match. Kurt Angle contre John Cena. Lors du 21 juin 2002, je crois que j'ai pas fait de faute, je l'espère, auquel bien sûr Kurt Angle qui arrive avec une perruque décide bien sûr de lancer un Open Challenge à son adversaire, n'importe lequel qui oserait le défier. Au bout d'un moment donné, eh ben, Kurt Angle il laisse tomber le casque et la perruque parce que maintenant il assume qu'on qu'on voit son crâne, alors qu'avant, quand Edge lui avait rasé le crâne, il n'osait pas l'enlever parce que il voulait pas qu'on mate son joli crâne chauve. Mais bon, ça c'était marrant, c'était vraiment marrant. Eh ben, eh ben, un catcheur qui arrive, et c'est un catcheur qui a un immense avenir, à la personne de John Cena. Et ce moment-là, il est présent dans le DVD des 10 ans de SmackDown, ou dans autre DVD, je ne sais plus, mais je sais que je l'avais déjà cité. Auquel, bien sûr, vous connaissez la chanson, Kurt Angle dit T'es qui toi? Eh bien, John Cena lui répond Je suis John Cena. Kurt Angle dit John Cena. Alors, dis-moi une chose, John. Qui tu représentes dans les coulisses pour affronter quelqu'un d'un athlète comme moi, accompli, qui est un des meilleurs performeurs du business? Eh bien, John Cena, il répond avec un Ruthless Aggression, en lui donnant une grosse claque au passage. Donc il a l'agressivité sans pitié, il fait partie de la Ruthless Aggression Era, la nouvelle era qui venait de débuter. Il allume Kurt Angle, il lui met un sacré raclé comme jamais. Bref, il veut compliquer les choses à Kurt Angle, mais Kurt Angle prend la main, très haut la main, et que il veut faire calmer le petit jeune, mais le petit jeune, il a faim, il a l'écro, il veut se faire le champion olympique. Mais au bout d'un moment, dans le climax, eh ben, Kurt Angle, ben, il décide de faire un clé de bras et de partir en tombée, ce qui cale ben, les bras du futur champ, du futur Doctor of Togonomics, du futur Marine, comme on pourrait dire, dans une position auquel il ne peut pas s'échapper. À la fin, il voulait avoir un serrage de main, mais au final, il veut encore se battre contre Kurt Angle, et Kurt Angle se dit Attends, mais. Attends, il veut encore me défier encore? Et puis merde, hein, je préfère retourner en coulisses parce que j'ai pas envie gaspiller mon énergie pour ce gosse. Quelque chose comme ça, hein. Mais quand il revient en coulisses, John Cena, eh ben, il se fait saluer par Rikishi, par Billy Kidman et par la moitié des catcheurs en coulisses. Jusqu'à ce qu'il y a Undertaker qui arrive, il dit Dis-moi comment tu t'appelles, gamin. Eh ben, il dit John Cena. Undertaker dit John Cena. Il lui tend la main, il lui serre la main, et voilà comment ben, peut-être un avenir proche lui attendait. Et pourtant, c'était pas gagné au début. Vous saviez l'histoire, John Cena, avec cette gimmick ben, du prototype, moitié homme, moitié machine, ça n'allait pas durer longtemps à la fédération. Donc du coup, bien sûr, il a dû changer de gimmick pour la gimmick de rappeur.
Et pourtant, il a failli se faire virer à l'époque, hein. Il a vraiment failli se faire virer, mais heureusement que lors d'un freestyle et que Stéphanie traînait dans le bus, a entendu ça et décide de faire changer de personnage à John Cena. Et voilà comment la légende était en marche. Et maintenant, ben, pour peut-être un adieu en 2025, on espère que ce sera un adieu très très mémorable. Et que cette année 2025 sera possiblement l'une de ses meilleures années. Qui sait? Je dis ça, je dis rien. Je passe encore au suivant. Match pour les titres par équipe de la WWE du côté de SmackDown, qui s'était déroulé le 4 juillet 2002, pendant la fête nationale américaine, entre The Hollywood Hulk Hogan et Edge contre Billy Gunn et Chuck Palumbo. Alors ce match-là, il est présent dans les matchs les plus mémorables de SmackDown, pour les 10 ans de SmackDown également, dans le coffret de Edge, dans le coffret de Hulk Hogan. Bref, ce match est partout et c'est pas un match inédit. Pareil pour Kurt Angle et John Cena, ce n'est pas un match inédit, mais toujours plaisant à regarder, alors qu'il y a quelques-unes qui sont inédites, d'autres qui ne sont pas. Donc ce match-là, je connais le résultat, vous connaissez sans doute le résultat, et par contre, au niveau des notes globales, je ne sais pas si je l'ai dit, mais entre Chris Jericho et Gmorus, c'est un 3,10, entre Kurt Angle et John Cena, c'est un 3,40, et le match entre Edge et Hollywood Hulk Hogan contre Billy Gunn et Chuck Palumbo, c'est un 3,70, ou 70 si vous préférez. De toute façon, je connais le résultat, vous le saviez, Hogan et Edge remportent le match. Voilà, vous le saviez. Ensuite, match en cage d'acier entre Edge et Chris Jericho qui s'est déroulé le 25 juillet 2002. Alors ce match-là, il est inédit parce que je ne l'ai pas beaucoup vu ce match-là. Je ne sais même pas s'il est dans le match des meilleurs matchs de Steel Cage, que ce soit le coffret ou du DVD seulement. Je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, c'est un match auquel je n'ai pas toujours vu. Et auquel ben, c'est Edge qui remporte le match et que c'est lui qui sort de la cage. Donc, c'est lui qui bat Chris Jericho, mais à la fin, il se fait attaquer par des catcheurs. John Cena le rejoint, mais il se fait aussi tabasser. Et là, il y a Rey Mysterio qui arrive, il fait un double crossbody sur les deux agresseurs, et que John Cena, Rey Mysterio et Edge célèbrent avec le public, et qui partent au vestiaire. Voilà. Voilà, j'ai pas besoin de faire plus. Je fais court et voilà, ainsi de suite. Mais bon, au moins c'est quelque chose auquel je tenais à le dire. Ensuite, Edge contre Eddie Guerrero lors d'un match no DQ, donc un no disqualification, qui s'est déroulé le 26 septembre 2002. Auquel ce match-là, il était énorme. Il était énorme. Et par contre, ce match entre Jericho et Edge, c'est un 3,60 parce que j'avais complètement oublié de citer. Ouais, on va dire que l'année 2002, c'était un peu l'année de Edge, hein. Que ce soit l'année de Rey Mysterio, de John Cena, de Randy Orton, de Brock Lesnar, de Batista. Bref, c'était un peu leur année auquel, certes, il y en a qui débutent, mais qui font quand même parler d'eux. Et bien pour Edge, vu comment il a enchaîné des meilleurs matchs et des bangers sur bangers, ça a été sa meilleure année. Je sais que c'est dans ce match-là auquel il s'était blessé le cou face à Eddie Guerrero lors d'un sunset flip powerbomb du haut de l'échelle, alors que Eddie Guerrero le mettait à mal en faisant de Los Tres Amigos, des prises sur les échelles. J'en passe des trucs à citer, jusqu'à ce que Edge fait un énorme execution sur Eddie Guerrero du haut de l'échelle et qui remporte le match. Alors que là, ça a été l'un de leurs meilleurs matchs à tous les deux. Et ce match-là, je lui avais mis un 4,50. Clairement un 4,50. Je lui avais mis. Et auquel c'était très très excellent. Donc il n'y a pas à dire, c'était un des meilleurs matchs. Mais celui-là, il est présent dans le DVD de Eddie, enfin dans le coffret d'Eddie, dans le DVD des 10 ans de SmackDown, dans le coffret de Edge également. J'en passe des trucs. Ce n'est pas une inédit, mais c'est plaisant à voir ce match-là. Très plaisant. Ensuite, match pour le titre Cruiserweight de la WWE entre Rey Mysterio contre Matt Hardy lors de 5 juin 2003. Ce match-là, il est présent dans le coffret de Rey Mysterio, je crois. Et peut-être dans le DVD de l'autre Rey Mysterio, peut-être. Mais je sais que je l'avais déjà noté. Donc bien sûr, Matt Hardy, il n'arrive jamais seul. Il est accompagné par Shane Helms et Shannon Moore, je crois.
Non, pas Shane Helms. Euh, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, il n'était pas arrivé tout seul, hein. Donc, bien sûr, Matt Hardy, il avait toujours un point d'avance, mais pourtant, il se fait quand même battre par le petit Luchador. Et que c'est lui qui devient le nouveau champion cruiserweight. La note globale, je l'ai oublié, il faut que je revoie de ce que j'ai noté. Donc, attendez, euh, ça va arriver peut-être tout de suite. Donc c'est bon, je suis revenu. Alors ce match-là, je sais qu'il est présent dans le coffret de Biggest Little Man, parce que j'ai été voir à l'instant. Je lui avais mis un 3,50. Donc voilà, c'est noté pour ce match-là. Maintenant, à un autre match, et ça c'est le dernier match du DVD 2. Match pour le titre de la WWE. Brock Lesnar contre The Big Show. Lors du 12 juin 2003. Alors que là c'était le 5 juin 2003 entre Matt Hardy et Rey Mysterio. Alors ce match-là, il est présent dans le coffret de SmackDown, dans le coffret de Brock Lesnar, dans le DVD des moments les plus mémorables de SmackDown. SmackDown, pardonnez-moi. Vous saviez, c'est là où les deux se battent, les deux gros colosses se battent, et qui vont exploser le ring, et qu'à la fin, c'est match arrêt de l'arbitre, parce qu'ils ont explosé le ring, et parce qu'ils étaient trop KO. Donc, quoi demander de plus si ce n'est que c'est un match que je lui avais mis à 3,70 pour le Oh My God Moment. On peut dire ça comme ça. Ensuite, Vince McMahon s'adresse aux troupes américaines auxquelles ça s'est déroulé le 25 décembre 2003. Et qu'il y a le Père Noël qui arrive, mais sous le costume, c'est Stone Cold Steve Austin, et que McMahon lui fout un coup de poing dans la figure, alors que Steve Austin enlève son chapeau et sa fausse barbe, il lui fait un doigt d'honneur, il fait un stunner, il boit de la bière devant les foules de soldats américains, qui dégustent son entrée et sa célébration. Quelque chose du genre. Ah merde, j'ai oublié de citer le moment Lang Shade Celebration. Donc la célébration pour Eddie Guerrero. Alors je reviens un instant, je reviens parce que je sens que je ne l'ai pas écrit ce moment-là. Enfin, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Donc je repoursuis. Donc voilà, vous voyez, je l'ai marqué cette fois-ci parce que tout à l'heure je l'avais pas marqué. Qui s'est déroulé le 19 février en 2004. La célébration de Eddie Guerrero quand il a remporté le titre de la WWE des mains de Brock Lesnar à No Way Out 2004, auquel il célèbre avec son public et auquel Chavo Guerrero et son frère à Eddie Guerrero, Chavo Senior, parce que son neveu Chavo Junior, il veut défier Guerrero pour le titre lors d'un SmackDown. Je crois que c'est ça, et auquel il ne refuse pas d'iota d'un défi lancé par son neveu. Donc c'est tout ce que je peux en dire sur cette célébration auquel sa célébration était mémorable pour Eddie Guerrero. Et voilà comment c'est la fin de ce programme. Maintenant on passe au DVD 2, auquel ça poursuit. How fun is this? Donc le fun est là. Sexy Kurt, le 24 mars 2005, donc c'est là où Kurt Angle arrive avec la musique de Shawn Michaels et qu'il fait venir sensationnel Sherry Martel. Donc aller sur le ring, à s'habiller comme Shawn Michaels, à faire la célébration comme Shawn Michaels, à traîner Sherry par terre comme à la manière de Shawn Michaels faisait dans les années 90 ou 90 si vous préférez. Ensuite, ils veulent qu'on lance la zik, auquel Kurt Angle va chanter la musique à sa sauce, à la sauce Kurt Angle, et pas la sauce Shawn Michaels, avec Sherry qui fait, on va dire, les cris. Et du coup, il va commencer à dire I just a sexy Kurt, sexy Kurt, I just a ankle lock, I just a sexy Kurt, sexy Kurt, I just a ankle lock, Je me rappelle, c'était drôle ce moment-là. Je me rappelle, c'était drôle. Oui, je sais, c'était un peu con, mais au moins je rigolais parce que c'était un bon moment. Voilà, que demander de plus? Euh, Par contre, là, je me suis trompé sur un des années, mais c'est le match pour le titre par équipe de la WWE de SmackDown, bien sûr.
Big Dave Batista et Rey Mysterio contre MNM, Johnny Nitro et Joey Mercury accompagné par Melina, qui s'est déroulé le 16 décembre et pas 2003 mais 2005, espèce de gros con que je suis et que je dois le modifier tout de suite. Attendez-moi si vous le permettez. Donc voilà, je l'ai modifié. Heureusement que je l'avais fait au crayon parce que si je l'avais fait en feutre de couleur, j'aurais été moi-même dans la merde. Mais heureusement, j'ai corrigé cette erreur et auquel je me rappelle c'était un excellent match par équipe. Je sais que tout tourne autour des titres par équipe, mais aussi parce que Melina s'est fait humilier par Batista, qu'il aurait apparemment couché avec, même si je sais que c'est faux, parce que c'est dans la storyline, auquel elle en a honte, et auquel ils ont battu Johnny Nitro et Joey Mercury en devenant champions par équipe, qui était mérité pour Batista et Rey Mysterio à la fois. Ce match-là, euh, je lui avais mis un 4, non, pas un 4,40, qu'est-ce que je raconte? Un 3,70, 70. Donc un 3,70 que je lui avais mis. Et qu'il est présent dans The Life of Masked Man. Auquel, c'est un match auquel je l'ai. Oui, je sais. Parce qu'il y a un abonné fraîchement venu qui s'est abonné à moi. Un certain Guillaume Catan ou Catan. Euh, 800, 440, je crois que c'est ça, qui a donné son point de vue à quel point avoir des matchs en trop dans sa collection, dans les différents DVD. Je comprends que ça peut saouler d'avoir des matchs en trop. Moi-même, je suis un tout petit peu saoulé. Voilà pourquoi je suis un tout petit peu blasé. Parce que oui, ok, les matchs, ils ont marqué l'histoire du catch, ils ont marqué l'histoire de la WWE. Il traverse les temps, ok, c'est cool, mais c'est vrai qu'à force de regarder tout le temps la même chose, c'est lassant. Donc, auquel je suis d'accord du point de vue de ce cher Guillaume, je suis d'accord avec toi, et que tu es aussi un collectionneur, auquel ça fait plaisir de parler avec un collectionneur. En tout cas, si tu adores mon contenu, mon cher Guillaume, si tu adores les anciennes vidéos auxquelles j'avais fait, auxquelles je m'appelais DVD Pro Souvenir, un nom pas très top, des anciennes vidéos que j'avais fait. J'espère que ça te conviendrait ou pas, ça dépend de ton point de vue. Mais en tout cas, sois bien le bienvenu. Voilà. Au moins, ce qui est dit est dit. Voilà, clairement. The King Booker's Coronation, qui s'est déroulé le 2, enfin le 26 mai 2006. Donc c'est là où Booker T devient roi et qu'il a remporté le tournoi du King of the Ring et auquel il est couronné par la reine Charmaine et que William Regal lui fait un discours digne d'un roi et que reine Charmaine devient aussi la reine. Auquel c'était une célébration certes stylée, même si Booker T était ill, mais au moins il était stylé en tant que roi Booker. Parce que oh hell King Booker, oh hell King Booker. Bref, je me rappelle de ce moment, de l'époque, auquel c'était excellent, très excellent même. Twist of Fortune, qui s'est déroulé le 19 décembre 2008. Donc c'est là où Jeff Hardy devient champion à Armageddon, qu'il a battu Edge et Triple H pour devenir champion de la WWE. Il célèbre avec son public digne de la génération Catch Attack NT1, auquel on a tous vécu ce moment et auquel on était heureux pour Jeff Hardy qu'il était devenu champion de la WWE et qu'il célèbre avec son public, mais il a fallu que Edge vienne tout gâcher la célébration pour essayer de le défier, pour l'affronter au Royal Rumble, et qu'on connaît la suite pour Jeff Hardy, on connaît la suite. Mais au moins ça n'arrête pas de Extreme Charismatic Enigma de célébrer, de enjailler la foule. Ça ne l'arrête pas pour autant. Voilà. Et en plus, vous avez remarqué, à chaque fois quand je dis espèce de gros con à moi, je m'insulte tout seul, hein. En même temps, je l'ai un petit peu mérité. Voilà, je le dis, je l'ai un peu mérité. Mais bon.
Match en cage d'acier pour le titre de la WWE, du monde poids lourd de la WWE, pardonnez-moi, du monde poids lourd de la WWE. Euh, le perdant quitte SmackDown, quitte la WWE, entre guillemets. Ça, j'aurais dû noter, mais bon, je n'ai pas pensé, malheureusement. Qui s'est déroulé le 28 août 2009 entre CM Punk contre Jeff Hardy, auquel ce match est très connu et auquel il est présent dans le coffret de Jeff et aussi dans le Steel Cage, auquel je l'avais particulièrement bien aimé. Et on se rappelle que ça nous a tous brisé le cœur de la génération Catch Attack. Franchement, ça nous a vraiment brisé le cœur quand Jeff Hardy a perdu contre CM Punk et que CM Punk remporte le match. Donc ce n'est pas une surprise, c'est victoire de CM Punk et que c'est un 4,90 ou 90 si vous préférez. Donc on est presque à la note de 5 pour ce match-là. Et pourtant, là, ils ont laissé le moment. Là, ils ont vraiment laissé le moment quand, quand Jeff prend le micro et qu'il s'adresse au public en disant qu'il est désolé d'avoir déçu ses propres fans et que pour l'instant, ce n'est pas un au revoir, ce n'est pas un adieu, juste un au revoir, et auquel il part du ring, allant en backstage. Certes, les fans étaient en pleurs. Je me rappelle de ce moment-là où les fans étaient en pleurs. Moi, je n'étais pas en pleurs, mais j'étais, on va dire, un peu triste, mais un peu déçu qu'il soit parti. Et bien sûr, c'est à ce moment-là auquel CM Punk décide de par derrière de le donner un coup derrière la tête, d'un coup de ceinture en pleine tête. Voilà, pour gâcher le moment d'adieu. Ça, je me rappellerai toujours, vraiment toujours. Mais au moins, ils ont laissé ce moment-là que dans le coffret de My Life, My Rules, ils n'ont pas laissé. Donc ça, c'est un point positif pour ce DVD. Ensuite, Thank You Edge. Donc après que Jeff Hardy soit parti, après que Shawn Michaels annonce sa retraite, c'est au tour de Edge d'annoncer sa retraite pour cause de blessure au cou et auquel il nous avait manqué. Vraiment, il nous avait terriblement manqué. Mais pourtant, ça n'empêche pas les choses de encore poursuivre. Match pour le titre du monde poids lourd de la WWE entre Randy Orton contre Christian lors du 6 mai 2011, auquel Christian, pour la première fois, il devenait champion du monde lorsqu'il avait battu Alberto Del Rio dans un TLC, auquel il avait décroché le titre. Et le lendemain, il affronte Randy Orton. Et spoiler, il perd le titre contre Randy Orton. Auquel, certes, il aurait pu mériter mieux comme traitement de booking de ceinture, mais il a quand même perdu le titre, malgré tout. Mais en tout cas, le match n'était pas mauvais. Terriblement pas mauvais entre Christian et Randy Orton, parce que ça va se conclure avec un RKO, et c'est un 4,5. Pour ce match-là, c'est un 4,5. Voilà. Ensuite, match de l'échelle féminin de Money in the Bank, pour Miss Money in the Bank. Donc là, ils ont refait un bond de plusieurs années en avance. Donc voilà. Carmella contre Becky Lynch, contre Charlotte Flair, contre Natalia, contre Tamina Snuka. Lors du 27 juin 2017. Alors, je sais que la première à avoir remporté la mallette, c'était Carmella. Vu comment elle avait remporté la mallette grâce à l'aide de James Ellsworth, qu'il avait décroché pour elle et qui lui offre la mallette sans faire grand-chose. En plein match, je sais que les femmes se sont mutilées en plein match avec des échelles. Et auquel James Ellsworth, oui, ce cher James Ellsworth, notre cher ami qui n'a pas de menton sur le visage, veut refaire le même coup, mais Becky Lynch, qui n'était pas encore The Man à l'époque, décide d'encastrer James Ellsworth alors qu'il était en haut de l'échelle. Donc il décide de l'encastrer, mais Carmella, elle décide de prendre une chaise pour donner un coup au genou de Becky, et pas qu'un peu, un énorme coup, et qu'elle va décrocher toute seule comme une grande la mallette. Donc c'est Carmella qui remporte la mallette, vu comment elle reste toujours la Miss Money in the Bank, parce que Mella, c'est l'argent, comme elle aimerait s'appeler. Ça, c'est un match inédit auquel je n'avais jamais cité, parce que clairement, je vous le dis, je n'ai jamais cité. C'est un 3,50, c'était un bon match de l'échelle. Bon, après, pas le plus mémorable de tous, mais quand même. Voilà.
Ensuite, The Pride Bulgaria. Donc en gros, euh, le Pride de la Bulgarie qui s'est déroulé le 26 septembre 2017. Donc en gros, on donne les clés de la ville à Rousseff pour sa terre natale de Bulgarie, parce qu'il avait démoli Randy Orton dans un match, grâce à l'aide de Aiden English, le catcheur-chanteur, celui qui a une voix de Shakespeare et qui adore les chants d'opéra, notamment pour faire le chant Rousseff Day. Bref, il avait une voix digne d'un chef d'opéra. Alors que Rousseff, lui, on va dire, il se faisait un peu honorifier par le maire apparemment, ou le président de la ville de Bulgarie, de lui donner les clés de son pays, et parce que Rousseff en a décidé d'être le lion qui dirige la jungle, vu comment il veut être appelé, le roi de la jungle. Le lion bulgare, ouais, ça lui allait plutôt comme un gant. Le lion de Bulgare. Ouais, ça lui allait peut-être. Jusqu'à ce que Randy Orton arrive, il fait un RKO sur Eden English, il fait un RKO sur Rousseff. Et d'ailleurs, comment il le prend ce RKO vraiment dévastateur, son RKO. Clairement. Mais bon, voilà comment se conclut ce segment. Ensuite, match pour le titre de la WWE entre AJ Styles contre Jinder Mahal, le 7 novembre 2017 à Londres en Angleterre. Alors ce match-là, il est présent dans le coffret de AJ Styles, mais c'est toujours plaisant à voir ce match. Et d'ailleurs, quand j'apprends les nouvelles par rapport à AJ Styles, comme quoi il est fort possible qu'il pourrait quitter la WWE, quelle énorme perte pour la WWE. Je vous le dis tout au cœur, c'est une énorme perte. Mais en même temps, ça fait voir des mois qu'on le voit plus à l'écran. Parce qu'il avait affronté Cody Rhodes à Lyon, en France, il a affronté à Glasgow, en Écosse. Ensuite, lors d'un pré-show, enfin, lors d'un house show en Belgique, il a affronté Cody Rhodes. Et auquel, ben, on peut dire, ben, j'imagine qu'il va quitter la WWE. Et qui sait, pourquoi pas, rejoindre la EW. Je suis persuadé qu'ils sont capables de faire ça. Parce que en connaissant AJ Styles, c'est sûr, il n'en a pas terminé avec d'autres structures de catch. Bon après, s'il préfère s'en aller, je le comprends, parce que vu comment il n'est pas utilisé à sa juste valeur, je peux comprendre pourquoi il puisse partir pour rejoindre la concurrence. Enfin, je dis ça parce que c'est fort possible que c'est la concurrence. Mais bon, vous avez compris. Dans ce match-là, bien sûr, c'est AJ Styles qui remporte le match face à Jinder Mahal après plus de des minutes à passer sur le ring, auquel il le bat avec un phénoménal forearm sur le Maharaja des temps modernes, auquel lui aussi il se fait un petit nom dans le circuit indépendant. Donc ce match-là, je lui avais mis un 4,10, donc c'est quasiment un des meilleurs matchs de la carrière de Jinder Mahal, clairement, et que c'est, on va dire, pas la première pour AJ Styles qui fait des bangers comme ça, parce qu'il enchaîne banger sur banger, hein, AJ. Je suis sérieux quand je dis ça. Donc voilà. Ensuite, match pour les titres par équipe de SmackDown, qui est un street fight. Ouais, qui est un street fight entre The New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods contre les Bludgeon Brothers, qui viennent de la Wyatt Family, entre Eric Rowan et Luke Harper, qui s'est déroulé le 11, je crois que c'est le 11 septembre, ou alors le 21 août 2018. Ouais, je sais, j'écris pas correctement, je m'en excuse. Ok, c'était un match assez brutal entre les deux équipes. Ok, c'est le New Day qui remporte les titres par équipe, suite à un spot de Xavier Woods en faisant le funambule sur les cordes et en faisant une descente du coude, auquel il en vient à bout des deux frères destructeurs. Et en plus, j'imagine peut-être que ça ne sauve pas la storyline comme quoi Xavier Woods pourrait trahir le New Day pour, être en rivalité face à Kofi Kingston. Ça va être possible. Tout est possible dans la vie. Et du coup, ben, on n'échappe pas à l'impossible. Donc j'imagine que l'équipe va se séparer très rapidement. Et par contre, excusez-moi si vous entendez du bruit, parce que mon frère, il ne fait que crier comme, comme pour se faire entendre alors qu'on l'entend déjà. Donc excusez-moi. Donc ce match-là, vu comment je l'avais jamais vu, je crois,
Je lui mets aussi un 3,70. Ensuite, plus que 2 matchs après, c'est terminé. Daniel Bryan contre AJ Styles pour le titre de la WWE le 13 novembre 2018. Donc c'est dans ce match-là auquel Daniel Bryan, qui était le face adoré du public, le héros parmi d'autres, commence à devenir un heel et à agresser physiquement AJ Styles, notamment en utilisant des tactiques assez rudes, comme un penalty sous son épaule, ou encore quand l'arbitre a le dos tourné, eh bien, il lui donne un gros coup dans les bijoux de famille, il lui fait un running knee et il bat AJ Styles et il devient le nouveau champion de la WWE pour effectuer un heel turn retentissant et le plus, on va dire, je crois qu'on le sentait venir, hein, parce que je me rappelle que je le sentais venir qu'il allait devenir heel, alors que selon moi ça devait pas arriver ainsi, mais malheureusement ce qui arrivait arriva. Daniel Bryan devient heel et il devient, on va dire, le champion de la planète, l'écolo extrême. Donc voilà, ce match-là, je l'avais jamais noté non plus, mais pourtant, entre les deux catcheurs, je sais qu'on s'attend à du lourd, vraiment du gros lourd. Donc c'est un 4,40 parce que tout simplement, les deux sont géniaux, ils sont phénoménaux, ils sont fantastiques. Voilà. Ensuite, ben, le dernier match de ce coffret, enfin de ce DVD, Kofi Kingston contre Kevin Owens lors du 8 mai 2019, auquel ben, ça a commencé par une promo auquel Kevin il se prétendait ne pas être l'agresseur qui a agressé Biggie, qui a agressé Xavier Woods, alors que Kofi Kingston ben, il voulait trouver le responsable. Et un coup qu'il en a terminé avec Kevin Owens, il s'en chargera du cas de Dolph Ziggler à Super Showdown, auquel je m'en rappelle tellement bien. Vu comment Dolph Ziggler avait sorti l'une de ses meilleures phrases, ça aurait dû être moi. Donc sa meilleure promo de tous les temps, on peut dire ça comme ça. Donc pour moi ça n'a aucune surprise, vu comment Kofi Kingston était le champion de la WWE à l'époque, et que Kevin Owens, il avait été champion un temps, mais vu comment il a enchaîné des défaites, mais il enchaîne des grosses rivalités, on peut pas le nier, et ben c'est pas surprenant qu'il se fait battre par Kofi Kingston. Malheureusement, hein, je dis bien malheureusement. Mais au moins, ça avait avancé pour Kofi, hein, ça avait bien avancé. Auquel je lui mets un 4. Ce match-là, je lui mets un 4. Et voilà comment se conclut ce DVD. Et j'espère que ça vous aura énormément bien plu. Parce que moi, vous avez vu, j'étais en forme, j'étais speed comme pas possible. Mais au moins, ça servait à quelque chose. Donc, certes, il y a des matchs auxquels j'en ai vu et revu. Mais il y a quelques matchs assez inédits auxquels je peux peut-être vous le conseiller. Bon, après, il était marqué joyeux anniversaire SmackDown, 20 ans d'anniversaire. Mais bon, j'ai préféré de passer le moment. Mais bon, pour ce qui est les matchs, un bonus, segment, promo et l'ensemble, 4,5. Je lui mets un 4,5. Donc, si vous adorez les choses assez inédites, je vous le conseille. Mais si ça ne vous convient pas parce que vous ne comprenez pas l'anglais ou alors parce qu'il y a des matchs qui ne sont pas inédits, ben, je vous le conseille peut-être pas. Pour certains, pour collectionneurs, je sais qu'il y en a qui vont peut-être vous le conseiller pour la collection et pas pour le côté match qu'on n'a pas en trop. Bref, etc. Vous avez compris où je voulais en venir. Mais bon, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, allez le voir. Pour ceux qui l'ont déjà vu, n'allez pas le voir. Pour certains. Bref, il faut que je clôture la vidéo. Donc, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.